parti. Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà aujourd'hui pour notre 19e webconférence sur le thème de la communication responsable. Et nous avons en ligne Thomas Bourgeois de Primum Non Nocere, notre cabinet de conseil sur la RSE. Bonjour, donc je vois arriver de nouvelles personnes. On sait bien, parfait. Allez, on est parti. Donc, pour nous, on va vous décrire ce qu'est la communication responsable. Première étape, le point de vue. D'où, selon où on se place, on n'a pas le même point de vue. On n'a pas la même vue. On voit bien, d'un côté, on a le 6 et de l'autre côté, on a le 9. Ou de l'autre, on a le U et le N, ou le M, le W, ou l'éléphant avec les oreilles et la trompe, ou l'éléphant avec la queue. Voilà, donc le point de vue n'est pas la même. Et donc l'idée, c'est que peut-être la com est une solution. C'est pas sûr. Donc on va voir. Thomas, à toi la parole. Très bien. Donc bonjour à tous déjà. Donc, effectivement, avant de vous parler de communication responsable, on va vous parler un petit peu communication. Donc, plus fort Thomas. Ah, vous m'entendez? Est-ce que vous entendez moyen? Moyen, plus fort Thomas. Donc le micro peut-être, je ne sais pas. Donc, si c'était possible. Donc, au niveau de la communication, pour ce qui est du principe de base, il faut toujours garder à l'esprit que l'objectif d'une bonne communication, la façon dont ça fonctionne, il faut toujours définir une stratégie qui soit claire. Donc, une stratégie qui est claire de façon globale, on va dire, sans entrer dans le cadre de la communication responsable en particulier. Ça a toujours des principes de base du type, effectivement, définir une cible, les enjeux, les parties prenantes. Sachant que ça, c'est un fondamental. Alors, ça va couper 2 secondes. Plus rien, Thomas. Alors. Ça y est, ça marche. Super. Ça marche ? Ouais. Super. Par contre, de mon côté, je ne vous entends plus, mais c'est pas grave. Donc l'idée d'une stratégie, bien entendu, c'est de permettre de voir sur le long terme. La communication peut répondre effectivement à des enjeux qui sont ponctuels et qui sont sur le court terme, mais ça, ce sont des situations d'urgence. De façon générale, la communication doit être réfléchie sur le long terme et doit mettre en place une stratégie qui permette de répondre à tout ça. Et quand je parle de long terme, je parle de plusieurs années. Je parle de 4 à 5 ans minimum sur une bonne visibilité. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'au fur et à mesure, vous ne devez pas vous adapter, bien au contraire, mais ça veut dire que le principe de base est quand même de prendre une direction et de s'y tenir au moins pendant un certain nombre d'années. Donc, ça, c'est le pourquoi. Le comment, c'est toujours assez compliqué puisqu'il faut que ce soit adapté à vos besoins, il faut que ce soit adapté à vos objectifs. Bien entendu, selon les cibles que vous choisirez, vous n'aurez pas du tout la même méthode de communication. Je vais vous donner un exemple tout bête. Il ne faut pas partir du principe que vous allez créer un site web ou vous allez faire créer un site web uniquement pour faire comme les autres. Si vous créez un site web ou que vous le faites créer, c'est que vous en avez une nécessité et que vous avez étudié le besoin en amont. Donc ça, c'est nécessaire. Pourquoi ? Parce que la communication, ça coûte de l'argent. Le retour sur investissement n'est pas toujours évident à analyser et à mettre en place. Donc l'avantage de faire ça, de faire cette étude de marché, c'est que vous saurez que si vous demandez la création d'un outil pour pouvoir avancer, l'utilisation de cet outil sera justifiée dans le cadre dans lequel vous fonctionnez. Donc, pour quel objectif ? Et bien entendu, c'est très majoritairement pour l'image de votre entreprise, de vos produits ou de vos services. Ça, c'est un basique, c'est un fondamental pour tout le monde. La communication, sa définition de base, je dirais, puisque bien entendu, comme vous le savez, nous communiquons tous quotidiennement, que ce soit par la parole, par le geste. Là, on va parler de communication professionnelle. Je vais vous parler de communication qu'on utilise dans le cadre d'une entreprise, dans le cadre d'un établissement, et ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que pour faire de la communication, il faut des connaissances, il faut des compétences, ça s'acquiert, bien entendu, ça se travaille. Mais surtout, ça ne part pas dans tous les sens, puisque le danger dans ce cas-là, comme je le disais en amont, c'est que ça coûte de l'énergie, ça coûte du temps et ça coûte de l'argent. De l'argent qu'on ne pourra pas réinvestir ailleurs. Donc l'efficacité est vraiment très importante dans ce cas-là.
Donc, bien entendu, nous communiquons pour un tas de choses au quotidien. Nous communiquons pour nouer des relations, pour partager nos émotions, pour faire des retours d'expérience. Aujourd'hui, la communication, elle doit également servir à tout ça, même dans le cadre professionnel. Mais on le verra plus tard dans le cadre de la communication responsable. Ok, merci Thomas. On va continuer. Tu m'entends? Oui. Ok. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'on en arrive à une réflexion sur la communication? Alors, je suis tombé il y a peu de temps sur une étude qui a été publiée par la société GfK Verein. Alors, étude qu'ils font tous les 2 ans depuis 2014. Donc, la version de 2018 est sortie il y a peu. Malheureusement, elle est toujours en allemand et je ne suis pas encore parfaitement compétent en allemand. Donc, je n'ai pas pu prendre le temps de la traduire. Mais en tout cas, si on se penche sur celle de 2014 et de 2016, on se retrouve quand même avec un constat alarmant, c'est que la catégorie qu'ils appellent Advertising Specialists, comme vous voyez, en fait, ils regroupent là-dedans tout ce qui est de la communication externe, tout ce qui est de la communication au sens promotionnel, au sens mise en avant, image du terme. C'est le terme qu'ils ont choisi eux, en fait, pour mettre ça en amont. Et là, on peut voir en fait que sur l'échelle des différentes professions qui ont été analysées, donc ici à l'échelle mondiale, si je ne m'abuse, C'est ça. nous sommes extrêmement bas dans la communication. On est parmi les 4 derniers. Donc le taux de confiance qu'il y a dans cette profession est extrêmement bas. Ça veut dire que déjà de base, la communication a une image qu'il est difficile de valoriser. En France, c'est encore pire, puisque comme vous pouvez le voir là où le taux de confiance moyen est à 54 points, en France, on est tout en bas de l'échelle. Donc tout en bas, ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, la catégorie communication au sens mise en avant, image et ainsi de suite du terme, est très très dévalorisée. Ça veut dire que de base, quand on estime que quelque chose est de la communication en tant que Français, le taux de confiance qu'on a dedans est extrêmement bas. Attention, ce n'est pas une fin en soi, c'est alarmant effectivement, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus servir de la communication, ça veut dire qu'il faut s'en servir autrement. C'est-à-dire qu'il faut repenser tout un tas de choses. Donc, dans tout ça, il y a plusieurs problématiques, effectivement. Donc, déjà, pour prendre un petit peu les fondamentaux, la communication, vous avez un schéma en bas à droite qui est un processus complexe. Donc, si on prend l'ensemble de la communication au sens générique du terme, un message est envoyé d'un émetteur à un récepteur, d'un groupe d'émetteurs à un groupe de récepteurs. On est en attente d'un retour, et dans ce message qui est transmis, il y a du codage, du décodage, et il y a tout un tas de parasites qui peuvent arriver entre. C'est-à-dire que quand on communique quelque chose déjà de base, on n'est jamais sûr que le message soit compris à 100% tel qu'on veut le faire passer. Il faut jamais oublier en fait cette image qui pour moi est très parlante, c'est qu'une situation de communication, il faut que vous imaginiez une sphère en fait. Et cette sphère-là, de l'endroit où vous vous placez, vous n'en verrez jamais, mais vraiment jamais, la même partie. Donc imaginez que toutes les personnes qui sont liées à cette situation de communication et qui ont une visibilité sur cette même sphère, donc cette même situation, n'ont pas la même visibilité que vous. Dans le cadre de la communication, bien entendu, il faut faire preuve d'empathie, ça c'est très important, puisqu'il faut aussi comprendre et intégrer le point de vue de l'autre, sinon le message n'est pas complet. Mais il faut aussi comprendre que quand on choisit de prendre parti, ça a des conséquences. Ça a des conséquences positives, bien entendu, puisque c'est ce pourquoi nous travaillons, nous, quotidiennement. Mais ça peut avoir des conséquences négatives qu'il faut quand même prendre en compte. Il faut savoir mesurer, en fait, ces deux parties-là. Donc, parmi ces problématiques dans lesquelles on se trouve, les détracteurs, l'exposition, les lanceurs d'alerte, ce sont tous trois des situations en fait qui vont avoir des conséquences effectivement positives pour votre image et surtout positives pour ce que vous ressentez vous en interne dans l'entreprise, puisque il faut quand même se valoriser par des actions vertueuses. Mais il ne faut pas perdre de vue que tout ça peut avoir des conséquences également. Il faut être capable de mesurer le positif, le négatif et de savoir où se situe la balance. Donc la communication responsable, alors je vous parle de quelque chose qui n'est pas si récent que ça en fait, mais qui commence vraiment à monter. Je le vois puisque dans certaines écoles, il y a des UV qui sont mises en place pour aborder ce sujet, donc c'est que le sujet est quand même vraiment montant.
Donc, ça ne se fait pas comme ça se réfléchit. En fait, c'est tout, comme tout domaine, je dirais, dans le développement durable, ce n'est pas quelque chose qui se met en place sans mettre une réflexion claire en amont. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont nécessaires de réfléchir, de vraiment digérer, d'argumenter pour pouvoir avancer cette position. Donc, déjà, les preuves qui favorisent la crédibilité. Bien entendu, si vous imprimez sur du papier qui est labellisé, alors je ne sais pas exactement où on en est des marques, mais si vous avez du papier qui est labellisé, donc vous savez que ce label est certain, dans lequel vous pouvez avoir confiance, n'hésitez pas à l'afficher sur les documents que vous imprimez. Alors, pas forcément sur les documents du quotidien, bien entendu, mais sur des documents ponctuels, type guide, livret d'accueil, ainsi de suite, pour bien montrer que derrière, vous avez une réflexion en termes d'achat, par exemple, que vous savez qu'il y a un certain nombre de choses à utiliser ou à ne pas utiliser pour arriver à mettre en place cette communication responsable. D'autre part, pour ce qui est des certifications, c'est exactement la même chose, hein. Ne perdez pas de vue que, bien entendu, ces documents-là, vous allez imprimer, c'est important pour votre communication externe de montrer que vous suivez une certaine responsabilité, mais c'est très important en interne également, puisque les collaborateurs vont voir que votre démarche est logique, qu'elle a du sens et qu'elle suit un objectif qui a été réfléchi en amont. Ça, c'est essentiel puisque ça renforce quand même l'adhésion d'une équipe et ça va peut-être même les amener à devenir force de proposition puisqu'ils vont certainement découvrir des choses dont ils n'avaient pas idée, se mettre à s'intéresser eux-mêmes, ce qui les touche de près ou de loin, et vous apporter des éléments de réflexion que vous n'aviez peut-être pas eu jusque-là. C'est un cercle vertueux, encore une fois, je vais répéter beaucoup cette expression, mais il faut vraiment la garder en tête. Le rôle du commercial dans tout ça est prépondérant puisque, bien entendu, tous les outils de communication sont une chose et ça reste des outils. Derrière, il faut que le discours il soit clair, il faut que l'argumentaire soit compris. Et ça va peut-être nécessiter dans un premier temps de se rapprocher d'eux pour leur expliquer exactement quelle est la volonté derrière tout ça. Mais ça peut, autant c'est une volonté vertueuse bien entendu, autant il ne faut pas perdre de vue que ça peut être une volonté commerciale. Ça peut l'être et ça l'est également. Euh, Avoir un comportement vertueux, c'est pas uniquement une perte économique, ça peut être aussi un gain. Vous pouvez le présenter tel quel et ce n'est pas du pipeau, je vous assure que il y a quand même des retours qui sont concrets, qui sont mesurables. Donc, pour ce qui est des médias sociaux, alors pure vérité, ça va sembler un petit peu, je vais vous donner l'impression que je joue du violon, et je vais vous dire, il y a une raison fondamentale pour laquelle ce n'est pas le cas. C'est que maintenant, sur les réseaux sociaux, tout se garde, absolument tout. Ce qui veut dire que si vous dites quelque chose, parce qu'à un moment, à un instant T, vous avez voulu un petit peu enrober quelque chose, on vous le ressortira. C'est une certitude. Vous n'avez qu'à regarder les 2 dernières élections présidentielles qui ont eu lieu. Ce qui s'est passé, c'est exactement ça. C'est que quand un candidat disait une chose, il y a des gens qui se sont amusés à chercher dans Twitter. Une fois, il disait le contraire, l'exact opposé de ça, et qui lui ressortait à côté en tweetant. Ça, il faut l'éviter à tout prix, et la pure vérité. Pourquoi ? Parce que justement, ça permet d'éviter un grand nombre d'écueils de ce type. Et ça, c'est très mauvais pour l'image d'une entreprise ou d'un établissement. Le rôle du communicant, tout ça, il est de sensibiliser. Il va être vraiment de sensibiliser l'équipe, il va être de sensibiliser l'extérieur, il va être de comprendre en fait tout ce qui est dans cette partie. Donc, il ne faut pas, j'allais dire dévaloriser, on est tenté, parce qu'on communique tous les jours d'une façon ou d'une autre, de ne pas prendre le communicant, je dirais, au sérieux. Je mets des grosses guillemets sur ce terme, mais à partir du principe que, quelque part, nous aussi, nous pouvons comprendre ce qu'il y a dedans, ce qui est en fait. Et alors, c'est très bien que les collaborateurs soient force de proposition. Moi, j'en suis particulièrement friand parce que je suis loin d'être parfait, j'en ai conscience. Mais il faut aussi intégrer le fait que le communicant arrive avec une expertise et que quand il propose une stratégie, c'est que, je l'espère pour lui, il y a réfléchi en amont. Donc, il a derrière des éléments de réflexion. Après, je ne sais pas si vous travaillez avec des services de communication ou avec des agences, mais dans les 2 cas, si vous sentez que ces personnes-là ne sont pas forcément sensibilisées à ce sujet, il faut les sensibiliser, il faut les amener à réfléchir leur pratique, à la repenser. Très bien.
Derrière le rôle du communicant, qu'est-ce que tu mettais, Thomas? Le directeur général, le président, les directeurs de service ou le directeur de la communication? Celui qui va prendre la parole, en fait, quel que soit le média. Alors, tout à fait. Euh, donc, pour moi, le communicant, c'est un petit peu un homme de l'ombre. C'est quelqu'un qui va mettre en place une stratégie, qui va chercher les personnes qui sont le plus capables de parler des sujets de façon juste. Ok. Si j'ai besoin de faire un document sur le gaspillage alimentaire, je ne suis pas le mieux placé pour pouvoir en parler. J'ai certaines connaissances, mais je suis loin d'être au point sur le sujet. Je vais chercher un collaborateur qui maîtrise le sujet et avec D'accord. lequel je vais créer le texte. Ok, je comprends. Donc, le rôle du communicant, ça va être d'aller chercher le bon interlocuteur, le bon ambassadeur, le bon expert du sujet qui va pouvoir en parler avec le bon vocabulaire et les bonnes données de l'entreprise. Tout à fait. Parfait, merci. Un petit peu d'histoire? Alors, du coup, donc la communication responsable, donc voilà, comme je disais, c'est un sujet qui n'est pas récent, qui n'est pas récent par rapport à la version professionnelle qu'on a de la communication, bien entendu. Donc, vous avez comment dire, une flèche chronologique à l'écran qui vous présente 4 étapes majeures en fait dans la réflexion qui est liée à ce sujet. Donc, le terme a été pour la première fois utilisé dans la fin des années 90. Dans les années 2000, la notion a été développée à Evian par Alain Chauveau et Patrick Dumière. En 2003, parution de l'entreprise responsable. Je fais une pause vite fait, je vous expliquerai pourquoi un tout petit peu plus tard. Je préfère, comme certain nombre de mes collègues, la notion de communication responsable plutôt que celle de communication durable ou d'autres termes que vous pourrez entendre en fait sur le même sujet. De 2005 à 2007, donc, l'association Advisor regroupe des professionnels de la communication et définit les principes et les méthodes. Et en 2008, publication de la communication responsable par Agnès Rambaud et Alice Audouin, et réédition pour promouvoir les bonnes pratiques. Alors, à savoir que donc dans l'historique de la communication responsable, il y a une petite partie que j'aimerais rajouter. Moi, j'ai fait mes études dans le début des années 2000. Mes études en communication, je les ai fait dans cette période-là. Et moi, il y a quelque chose qui me marque aujourd'hui, c'est que cet aspect de la communication responsable, on ne commence à l'aborder qu'aujourd'hui, dans les universités, dans les écoles privées. C'est un repensement de pratique, en fait. L'objectif est vraiment de repenser les pratiques, la vision qu'on a de son travail. Par exemple, bon, on en parlera plus tard, donc c'est pas une nécessité que je vous le dise maintenant, mais j'aime bien insister là-dessus. Sur le web, quand vous publiez des choses, il faut penser au poids des images, au poids des vidéos, puisque tout ça, ça a des conséquences. Mais on en reparlera plus tard. Tu voulais rajouter quelque chose sur le fait que c'était abordé que dans les universités, que depuis récemment? Voilà, donc dans certaines écoles comme l'ISCOM par exemple, il y a un UV qui a été mis en place cette année pour la première fois, qui est sur la communication responsable. Alors c'est un UV complet, donc ça déjà c'est une excellente nouvelle, puisque je sais que les étudiants qui iront dans cette école seront formés sur le sujet. Après, la problématique qu'il y a, c'est que forcément on va avoir des intervenants qui s'y intéressent également depuis assez peu finalement. Donc moi c'est un travail à temps plein. C'est quelque chose que je fais depuis mon arrivée au sein de Primum Non Nocere. C'est un travail que je fais à temps plein, puisqu'à chaque fois maintenant que je réfléchis à la création d'un document, à la publication d'une vidéo, je pense aux impacts. Donc aux impacts environnementaux, mais aussi sociaux et sociétaux. Il ne faut pas perdre de vue que la communication engendre aussi ces impacts-là. D'ailleurs, je crois que c'est la suite de notre Oui, test. tout à fait. Ah, attends, parce que j'ai pris le… Voilà. Hop, 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 hop. Ces objectifs. Voilà, Et donc, donc tu la parlais des petits pots. communication, Voilà, des impacts. voilà, c'est ça. Donc la communication responsable, elle va suivre plusieurs objectifs pour pouvoir être mise en place. Et également, elle va réfléchir à ses impacts. Donc parmi tout ça, alors, sincérité. Donc quand on parle de sincérité, ça veut dire que n'essayez pas
de cacher quelque chose ou de dire une phrase pour mettre en avant une action positive et en même temps pour cacher une action en parallèle qui la contrebalancerait. Parce que maintenant, avec Internet, avec le web, il est devenu extrêmement facile de trouver des informations sur n'importe quel établissement. Alors, je ne vous le citerai pas parce que ça ne se fait pas, mais il y a notamment une très grande entreprise de jeux vidéo mondiale qui a publié pendant un temps ces photos d'un de ses sièges qui se situe en France d'ailleurs, en montrant qu'ils étaient très concernés par la qualité de vie au travail parce qu'il y avait un barbecue à l'extérieur, il y avait un baby-foot et que les développeurs pouvaient sortir prendre l'air quand ils voulaient. Sauf que cette entreprise est extrêmement mal notée en termes de management et de QVT. On la trouve facilement sur certains réseaux sociaux et tous les développeurs, tous les employés même qui passent, tous les collaborateurs en ressortent vidés et dégoûtés. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose à ne pas faire parce que dès que ces photos ont été publiées, tous les anciens collaborateurs de cette entreprise ont sorti des documents montrant que c'était catastrophique de travailler chez eux et que finalement, ils avaient préféré monter leur petite boîte dans leur coin et que ça fonctionnait nettement mieux comme ça. Donc finalement, ça ne leur a pas du tout servi. Je ne vais pas vous citer des comportements de très grandes enseignes, mais j'en pense notamment à un qui a curieusement changé son logo du rouge au vert pour donner l'impression qu'il se penchait sur le bio et que maintenant tout était local et ainsi de suite. Je peux juste vous dire qu'ils ont publié une magnifique publicité dans un supplément nutrition très récent. Et qu'il y a toujours des choses aberrantes, même dans leur pub directement. Et je vous laisserai vous amuser à le lire parce que ça reste un grand moment de gag. Il faut le prendre pour ça, c'est un sketch. Merci donc, Thomas. Ok. Du coup, on va aller voir les solutions stratégiques avant de voir les solutions stratégiques et techniques, avant d'aller voir les risques d'une communication responsable. Donc, au niveau des solutions stratégiques, alors, renforcer la communication interne, j'insisterai jamais assez dessus, c'est quelque chose qu'on délaisse, puisque la communication externe est celle qui nous occupe principalement, et pourtant, ça devrait être du 50-50, parce que la communication interne, c'est celle qui va renforcer vraiment la présence de votre propre communication dans votre propre établissement, dans votre propre entreprise. Et c'est celle-là même qui va faire, si elle est bien faite, si elle est bien pensée, si la stratégie est bien mise en place, c'est celle-là même qui va faire que les collaborateurs vont augmenter leur taux d'adhésion à l'entreprise et devenir force de proposition et vraiment se sentir intégrés dans la chose. Montrer que vous menez des actions en RSE, apporter des preuves de ces actions RSE, créer un bulletin, par exemple, pourquoi pas, un bulletin d'information orienté à l'intégralité de l'équipe. Il faut décloisonner surtout cette information, c'est très important, j'insisterai jamais assez dessus. Mais c'est ça qui va faire que déjà tout le monde sera mis à pied d'égalité sur cette communication interne. Et surtout, ça va réveiller les esprits, ça va créer de l'action, ça va créer du cercle vertueux. On va arriver à un stade aujourd'hui où si le collaborateur sort de l'entreprise, qu'il allume sa télé ou qu'il allume son ordinateur et qu'il voit une information sur son propre établissement dans lequel il travaille dont il n'a même pas conscience, ça, c'est grave, par exemple. C'est grave parce que ça entraîne vraiment une désolidarisation. C'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Et bien entendu, à l'inverse, puisque là, je parle de l'aspect négatif, mais il y a un aspect positif. L'aspect positif, c'est si vous mettez en place des choses positives qui sont vraies, qui existent, qui sont mesurables et qui sont quantifiables, ça, pareil, c'est très important. Ça renforce la vision positive qu'on a de son propre métier, ça lui redonne du sens. Et ça permet aussi, au moment où on quitte le soir pour rentrer chez soi, de se dire, ah bah tiens, demain, qu'est-ce que je pourrais proposer pour renforcer tout ça? Mon entreprise se met dans une démarche, il faudrait peut-être que je réfléchisse, j'ai entendu parler de quelque chose, enfin voilà. De toute façon, c'est une vérité, on est toujours plus complétant à 400 que tout seul. Et on va plus loin en plus. Voilà. Donc la sincérité, j'en ai parlé en amont, mais effectivement, il ne faut pas communiquer un message positif, même s'il est vrai, pour cacher une action négative qui a été faite en amont. Ça ne fonctionne pas.
Ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné, c'est du très court terme, ça va peut-être permettre de sauver les meubles pendant quelques jours, mais de toute façon, le négatif restera toujours. Il y a un chiffre que je n'ai pas cité en amont et qui date un petit peu, et je pense qu'il est pire aujourd'hui, donc on va plutôt se baser sur celui-là. Mais on estime qu'en termes de bouche à oreille, aujourd'hui, un client mécontent communique 10 fois plus son mécontentement qu'un client content. Donc déjà, ça de base, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Eh bien, un collaborateur, c'est pareil. Il va fonctionner de la même façon. Il faut garder cette notion à l'esprit. Donc, favoriser le bouche à l'oreille. Alors, pourquoi je vais vous en parler très rapidement. Aujourd'hui, la communication, on parle de stratégie POEM, c'est-à-dire Paid, Earned et Owned Media. Donc, le Paid Media, c'est le média que vous allez payer, c'est la publicité, mais ça vient de vous. C'est vous qui parlez de vous. Le Owned Media, ça va être votre site web, ça va être vos réseaux sociaux. Donc là, pareil, encore une fois, c'est vous qui parlez de vous. J'insiste dessus. Le Earned Media, ce sont les autres qui vont parler de vous. Ce sont les gens qui vont permettre, en fait, de diffuser votre image sur les réseaux. Alors, bien entendu, je vais vous parler d'influenceurs, je vais vous parler de blogueurs, de youtubeurs, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un tas de réseaux. Et bien entendu, le premier, c'est le client et les collaborateurs. Pourquoi j'en parle? Aujourd'hui, on estime que le bouche à oreille est nettement plus efficace que tous les autres outils de communication qu'on peut utiliser. Pour une raison toute simple, c'est que, comme je le disais en amont avec le taux de confiance, on estime aujourd'hui que quand une entreprise parle d'elle-même, même en bien, surtout en bien, elle perd de base en crédibilité. Elle n'est pas crédible à partir du moment où elle communique sur elle-même. Donc cette stratégie-là, cette partie de la communication, il faut la garder. Il faut vous continuer à communiquer, à mettre des choses en avant, à le faire de vous-même. Mais ça ne doit pas représenter la plus grosse partie de votre travail. La plus grosse partie de votre travail, ça va être d'aller chercher les gens qui vont parler de vous. La presse quotidienne régionale, les différents médias, les réseaux sociaux, les blogueurs, pourquoi pas les youtubeurs, créer des événements, ça peut se faire. Ça s'est fait par le passé. Je vais vous prendre un exemple très simple. La Croix-Rouge a fait une collaboration avec Zerator, qui est un youtubeur montpelliérain. Ils ont créé un événement sur 2 jours, ça leur a permis de dégager des millions d'euros de fonds. Et exclusivement sur du gaming. Donc on parle vraiment de quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec l'activité de la Croix-Rouge française, mais qui leur a quand même permis, derrière, de gagner en image, de gagner en dons, et c'est quelque chose qu'ils comptent faire tous les ans maintenant. Donc c'était la 2e édition l'année dernière, il me semble, et j'espère bien qu'ils le referont cette année, parce que c'était vraiment impressionnant comme fonctionnement. Bref, donc la veille presse quotidienne régionale, elle est très importante, bien entendu, elle est nécessaire. Trouver des influenceurs, des prescripteurs, des ambassadeurs parfaitement, et surtout, il faut bien garder à l'esprit que les ambassadeurs les plus importants que vous aurez, sur lesquels il faut faire un focus de toute façon, quelle que soit votre stratégie, ce sont vos collaborateurs, les actionnaires, bien sûr, les clients et les fournisseurs. Il ne faut pas laisser les fournisseurs en dehors de ça, puisque eux, d'une part, vous pouvez les engager dans cette démarche, et d'autre part, vous pouvez aussi les amener à prendre cette démarche et à l'amener chez eux. Un réseau, c'est toujours très efficace, surtout dans ce type de situation. On peut se retrouver dans un cercle fermé. Si vous commencez à l'ouvrir aux parties prenantes et notamment aux fournisseurs, là, ça peut s'étendre très vite, ça peut devenir viral, au sens du terme. Ok, donc on a vu les solutions techniques, on a vu les solutions stratégiques. Et moi, je voudrais aborder les risques d'une mauvaise communication responsable. Donc, le greenwashing. Donc, le greenwashing, c'est l'inverse de ce qu'on voudrait obtenir et on vous dira plus tard l'opposé de greenwashing. En tout cas, le greenwashing, c'est de la décrédibilisation, de la perte de notoriété, de la perte d'attractivité et de l'aggravation de l'indice de confiance. Donc, ça peut être très, très, très négatif au niveau de votre enseigne. Donc, ça décrédibilise totalement votre démarche. On le voit avec les logos verts. Vous perdez en notoriété et d'ailleurs, ces acteurs ont des chutes de chiffre d'affaires vertigineuses, 25% de moins.
La perte de confiance, bon, on l'a vu, c'est déjà intrinsèque à la communication, donc ça s'aggrave. La perte d'attractivité, vous perdez des collaborateurs. Vous, en tout cas, vous n'attirez pas les talents ou les collaborateurs qui sont interpellés par les enjeux RSE. Et donc, du coup, on a une aggravation de l'indice de confiance que l'on peut voir déjà au niveau français, mais au niveau international. Tu voulais rajouter quelque chose, Thomas? Non, ce sera trop bon pour moi. Ok. Donc, du coup, on s'est interpellé et on s'est dit, mais il y a il y a l'inverse de greenwashing. Et c'est quoi l'inverse de greenwashing? Et bien, c'est le risque de la non-communication. Donc là, je vous ai mis en vrac les termes qui sont les deux textes de presse que j'ai trouvés dans L'Homme de l'ombre de chez Cap sur la partie verbatim et terminologie anglaise. Et donc, le terme, c'est le green blushing. Green blushing, non pas le blush que mesdames on peut mettre le matin pour se maquiller. Le blush, c'est rougir de modestie, de pudeur. Donc, en fait, le green blushing, c'est l'acteur qui fait, mais qui ne communique pas dessus. Et c'est aussi un grand risque de non communiquer, puisqu'en fait, on laisse la place aux entreprises qui surcommuniquent et on ne participe pas au plaidoyer de la RSE dans les grands enjeux qu'elle peut avoir. Faire et le faire savoir, c'est une bonne chose en communication responsable. Il faut avoir la juste dose, la juste modération, le juste ton et le juste enjeu. Thomas, quelque chose à rajouter sur ce point? Ouais, rien de plus, si ce n'est que c'est parfaitement correct, effectivement. Voilà, Il merci. il faut pas se tourner vers l'extrême inverse. Exactement. On pourrait citer des entreprises. Olivier me souffle à l'oreille Pierre Fabre, qui vient d'obtenir le niveau le plus haut de l'évaluation ISO 26000 au niveau mondial de tous les labos, puisqu'ils ont le niveau gold, or, le plus haut, et qui ne communiquent pas dessus. Donc, on pourrait leur dire, vous faites du green blushing. Voilà. Et je pense qu'Olivier va se permettre de leur dire prochainement. Donc après, on a voulu aborder le coût de la communication. On en a parlé tout à l'heure. Thomas a su dire qu'il y avait à la fois du coût matériel, clair, et du coût immatériel. On lui a trouvé une petite image un peu sympathique sur les retombées presse qui arrivaient, comme vous pouvez le voir, qui peuvent être à la fois immatérielles et matérielles. Un mot à rajouter dessus, Thomas, mais tu en as déjà beaucoup parlé tout à l'heure. Oui, juste très rapidement, effectivement, il faut garder à l'esprit que le coût est économique, bien entendu, ce qui est très important, mais le coût est également environnemental, puisque autant d'images qui sont beaucoup trop lourdes pour une diffusion sur le web, autant de vidéos qui sont filmées en 4K, alors que YouTube ne prend pas forcément en charge le 4K et que ça pèse excessivement lourd. Ce sont autant de data centers qui sont construits dans le monde, ce sont autant de gaz à effet de serre qui sont générés, ce sont autant de production en énergie. Donc, repenser ces pratiques-là, sachant qu'une image qui fait moins d'un mégaoctet est largement suffisante pour une diffusion sur le web, quand on en met une qui fait 10, 20, 30, 40 mégaoctets, parce que maintenant on a des appareils photo à 4K haute définition et ainsi de suite, j'en passe, ça n'a aucune espèce d'utilité puisque l'affichage sera exactement le même à l'écran. Et de plus, ça va générer une construction astronomique de ces data centers, donc consommateurs, enfin extrêmement énergivores, quoi. Alors moi, je voudrais rajouter qu'il y a le coût psychosocial que tu as évoqué tout à l'heure. Tout à Je vais fait. donner une petite anecdote. Euh, on est tous sur les réseaux sociaux, on lit tous des blogs, des informations diverses et variées et souvent contradictoires. Eh bien, il y a un nouveau trouble qui existe qui s'appelle l'éco-dépression. L'éco-dépression, c'est le fait que écologiquement, on se rend compte qu'on est peut-être dans une urgence critique et qu'on se sent impuissant,
euh, débordé ou que la part que l'on fait n'est pas suffisante. Et donc, ça génère de la dépression sur l'écologie et sur l'environnement. Donc, c'est un nouveau trouble qui vient d'apparaître. Et donc, je pense que le coût de la communication, puisqu'en fait, c'est une conséquence de la communication ou de la surcommunication. Moi, je ne sais pas quel effet ça vous fait d'entendre à la télé ou à la radio ou une annonce qui vous dit nous, on est plus vert que vert, et alors que vous pratiquez cette entreprise ou que vous voyez ces méthodes et que vous savez que ce n'est pas le cas. Je ne sais pas. Donc, on va évoquer tous ces sujets après. Donc, il y a un coût moral aussi. Alors, qu'est-ce que l'avenir de la communication responsable, Thomas, pour toi? Donc, la communication responsable, son avenir, il va falloir repenser le paradigme complet de la communication. Il va y avoir une transition à mettre en place, bien entendu. Ça se fera progressivement. Il faut pas, en fait, le point sur lequel j'aimerais vraiment insister là maintenant tout de suite, c'est qu'il ne faut pas penser que la communication ne sert plus à rien. Il ne faut pas penser qu'elle est devenue inutile ou qu'elle est en trop ou qu'elle est un point mort. Il faut penser qu'elle doit être réfléchie autrement et mise en place autrement. Il ne s'agit plus maintenant exclusivement de communiquer sur soi et de dire que ce qu'on fait c'est bien, il s'agit d'apporter des preuves, il s'agit d'être sincère, il s'agit d'être humble et il s'agit également de mettre un petit peu tout le monde dans cette pratique et dans cette pensée. Changer nos pratiques, ça veut dire on ne peut pas, pour l'instant je n'ai pas trouvé la solution, je ne vous le cache pas, on ne peut pas créer un process de communication standard qui fonctionne à tous les coups. Ça n'existe pas. Chaque situation a sa réaction qui lui est propre, a sa mise en place qui lui est propre. Et surtout, je vais prendre un exemple très bête, je prends l'exemple de la publication de l'ADEME sur le coût environnemental d'un mail, de l'envoi d'un mail avec une pièce jointe d'au moins 1 mégaoctet. Le coût environnemental est énorme, il est très conséquent, surtout quand on pense que ce mail-là, on va lui répondre. On va lui répondre avec la pièce jointe, on va peut-être même lui faire répondre à tous, on va peut-être même l'envoyer à des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Et tout ça, ça a un coût environnemental. Il faut à chaque fois réfléchir à quel est l'outil le plus adapté en termes de coût, en termes de moyens, en termes d'impact à mettre en place. Est-ce que c'est vraiment pertinent de ne pas imprimer un document en interne et de l'envoyer par mail, ou est-ce que c'est vraiment pertinent de faire l'inverse? Je n'ai pas de réponse standard. Chaque situation est différente. Ce sera à vous de mesurer cet impact et de le réfléchir. Ce que je peux vous assurer, c'est que si vous avez plus de facilité à afficher une information à un endroit fixe plutôt que d'envoyer un mail à l'intégralité de vos collaborateurs, faites plutôt ça. Il est évident que vous allez utiliser du papier, de l'encre à base d'huile végétale, j'espère. Mais excellent, Thomas. Voilà. Joli clin d'œil. Le fait est que le coût environnemental sera nettement moindre, le message passera également, et je dirais même passera peut-être mieux parce qu'on est quand même professionnellement aujourd'hui envahi par les mails, littéralement. Donc, quand on en envoie un, est-ce que c'est vraiment intéressant ou est-ce que ce ne sera pas plus intéressant d'aller voir son voisin de bureau qui est juste à côté? Est-ce que vous avez vraiment besoin de cette trace écrite pour une question? Enfin bref, voilà. Il y a tout un tas de choses comme celle-là qu'il faut réfléchir et on en parle là maintenant dans le cadre de la communication, bien entendu, mais ça concerne toutes les professions. D'ailleurs, moi je pense que pour bien communiquer, il faut d'abord savoir bien écouter. Tout à fait. Alors, une petite image rigolote qui fonctionne bien. Mon professeur de marketing insistait énormément dessus. On a 2 oreilles, on n'a qu'une bouche. Voilà. Bien la preuve qu'on est censé plus écouter que parler. C'est clair. Et après, on est à la fois un émetteur et un récepteur. Et donc, quand on fait une communication, je pense que l'important, c'est de se poser la question, si j'étais récepteur, quel message je voudrais entendre? Voilà. Et je pense que là, à partir de là, vous comprendrez pourquoi nos 3 questions. Combien de mails publicitaires ou des newsletters auxquels vous êtes abonné, lisez-vous? Combien de pubs regardez-vous et retenez-vous?
Et combien d'affiches retenez-vous? Je pense que à ces 3 questions, je pense qu'on en est arrivé à les compter sur une main, voire sur 2 doigts, voire sur un, voire sur aucun. Si ce n'est celles qui nous frappent et qui sont parfois très décalées, comme celles dont on a pu citer, qui malheureusement contribuent au greenwashing. Alors du coup, communication durable ou responsable ou la communication juste, qu'est-ce que c'est chez CAP? Nos ACODE, puisqu'en fait, on a fait économiser 19 tonnes de CO2 en 2017-2018. C'est de la communication juste, sincère, qui vous donne aussi le droit à la parole. Et vous avez été nombreux à participer. Donc, on reconduira ça l'année prochaine. On va avoir le même calculateur pour 2018-2019. Et l'année prochaine, on va vous proposer un autre format auquel on réfléchit cet été, qui vous sera envoyé cet été, en fin d'été. Mais aussi, la communication chez CAP, c'est les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Et avec Thomas, on s'est prêté un petit exercice. C'est quels sont les ODD qui correspondent à la communication responsable. Et on a trouvé l'éducation de qualité, le 4. On a trouvé le 8, le travail décent et la croissance économique. On a trouvé le 9, l'industrie, l'innovation et l'infrastructure. On a pris le 12 pour la consommation et la production responsable. Le 13 pour les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Et le 17, évidemment, pour les partenariats. Donc, voilà un petit peu le panel. Et ensuite, pour la communication chez CAP, c'est aussi l'indice vert et les documents que vous nous fournissez. Donc là, j'ai extrait que les questions qui concernent l'engagement de la direction. Vous avez 11 questions qui vous concernent et qui sont principalement de la communication. C'est nous remonter l'information. Et nous vous offrons un outil qui est le magazine RSE. Et ce magazine, nous allons attendre votre fiche. Je ne vais pas tarder à vous envoyer un courrier pour vous demander votre politique RSE en une page sur un format A4. Voilà ce que c'est pour moi la communication juste aujourd'hui chez CAP. Donc, Thomas, quelque chose à rajouter? Alors, pas vraiment pour le moment. Il y a juste une chose concernant la communication responsable qui pour moi me semble essentielle. Mettez en place des indicateurs dès le début. Si vous mettez en place des actions, ne perdez pas de vue qu'il faut évaluer avant la mise en place de ces actions pour pouvoir montrer qu'il y a une réelle évolution. Ça dépendra beaucoup d'où vous partez, d'où vous démarrez, bien évidemment. Mais la mesure de tout ça, c'est aussi ce qui va vous permettre, vous, de voir que ça ne perd pas de sens, bien au contraire, que ça en gagne. Et ça montrera aussi à vos collaborateurs ou à votre direction, que ces indicateurs évoluent dans le bon sens et que derrière, il y a peut-être même de l'argent qui sera réinvesti ailleurs et à un bon effet. Donc, vraiment, il ne faut pas perdre ça de vue. Les indicateurs avant la mise en place des actions, puis des indicateurs réguliers pour montrer l'évolution de ces actions. Alors justement, Thomas, ça me rappelle que le premier ACODE que nous avons créé en ligne était sur la gestion du projet et la mise en place d'indicateurs et d'un plan d'action, quel que soit le projet que l'on mettait. Donc, je vous renvoie sur notre chaîne YouTube où vous avez aujourd'hui, je crois qu'il y en a de 17 en ligne. J'ai un peu de retard sur la mise en ligne des 2 derniers. Et donc, vous pouvez revoir tous ces ACODE sur le format que l'on vient de vous présenter. Et donc maintenant, vos questions, je vais vous ouvrir la parole et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, je vous écoute. Allez-y, vos réactions. Voilà. Déjà, merci beaucoup pour toute cette présentation. Moi, j'ai trouvé ça très riche. C'est vrai que c'est marrant parce que donc j'assiste par hasard à cette présentation et il y a 1h30, en fait, on était en train d'échanger avec des collègues qui sont portés volontaires là, sur le groupe RSE. Et du coup, on parlait justement de la communication et comment on allait procéder. Et on s'est... Alors, historiquement, nous, on trouve en interne qu'on est un peu, comment vous appelez ça, du green blushing. Voilà,
on ne sait pas communiquer en fait vraiment sur ce qu'on fait. C'est un peu dans notre culture, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, effectivement, on se met en danger en ne le faisant pas. Et on se disait comment on le fait. Et on était parti du principe et se dire il faut qu'on commence par communiquer beaucoup en interne, sur quelle est notre démarche, pourquoi on y va, quels sont les prochains petits pas qu'on va faire. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que vous avez dit, il y a des mots que vous avez utilisés, moi, qui résonnaient beaucoup, c'était le terme de congruence, cohérence, modestie, transparence. Et du coup, nous, on s'est dit qu'on allait commencer par de l'interne, mais après, sur de l'externe, où là, en interne, on va le faire nous-mêmes avec des équipes du pôle web, pôle média, voilà, en faisant appel aux bonnes idées et puis en nous, comment dire, autocritiquant sur les outils qu'on va utiliser, quoi. Voilà, il y a beaucoup d'autocritique en interne sur ce qu'on veut faire. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est compatible avec notre démarche, avec les messages qu'on passe? Et puis après, en externe, on s'est dit, vraiment, on se questionne, on se dit, mais comment on fait? Comment on fait? Parce que je vous rejoins, en fait, quand vous dites que c'est quand l'entreprise, moi, à titre perso, quand je lis effectivement des entreprises qui parlent de leur démarche et puis que quand on regarde de plus près, il y a des actions cachées qui ne sont pas évoquées. Et puis quand une entreprise parle elle-même de sa démarche, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de la croire, en fait. Et quand le message il est porté par d'autres sur des actions probantes, avec des faits, avec des indicateurs, c'est toujours plus marquant. Alors du coup, on se dit, il faut qu'on aille chercher nos parties prenantes, qu'on mette en place un système pas que les communicants, mais aussi d'autres parties, les fournisseurs, et du coup, comment on installe la question, c'est comment on installe, en fait, alors j'ai du mal à dire cette stratégie de communication, j'ai du mal avec stratégie, mais… Le bouche à oreille, peut-être? Oui, comment on installe ce bouche à oreille, comment, d'un point de vue méthodo, on peut s'y prendre, en fait, pour installer ça, qui me semble être… moi, personnellement, le plus, la manière la plus responsable et en tout cas qui correspond peut-être plus à notre identité aussi. Alors, c'est une question très pertinente, effectivement, puisque, comme énoncé en amont, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, de toute façon. Il y a une phrase, alors on l'attribue à beaucoup de personnes, ce qui fait que du coup, je ne sais plus du tout qui a dit ça. Je pourrais remonter très loin, il y a des noms que je ne citerai pas. Mais pendant longtemps, il y avait des communicants des années 80 qui adoraient répéter faites parler de vous, peu importe que ce soit en bien ou en mal, l'essentiel c'est que vous fassiez parler de vous. Alors, je suis complètement en désaccord avec ça. Faire parler de soi, c'est très bien. Autant faut-il savoir comment, effectivement. Et ça, c'est une vraie question de stratégie qui est compliquée à réfléchir, à mettre en place. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, notamment au niveau des fournisseurs, au niveau des partenaires, c'est de créer un système de charte d'engagement sur certaines actions ou sur certaines mentalités qui les amènerait, eux, en fait, à parler de leur côté, à mettre en avant le fait que depuis qu'ils travaillent dans le cadre de leur travail avec vous, ils se sont engagés à respecter un certain nombre de règles. Et en fait, ça crée du réseau. Cette action-là, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, bien entendu. Cette action-là permet de montrer, en fait, que vous êtes engagé et vous le faites indirectement. Moi, j'ai 3 mots-clés sur ce sujet. Je dirais votre exigence et l'alignement avec entre ce que vous dites et ce que vous faites. Mais il faut être très exigeant sur ce sujet. Sérieux, donc on ne va pas utiliser les mots qu'on a utilisés depuis tout à l'heure, mais je change un tout petit peu de point de vue. Sérieux, en fait, il faut être sérieux. Vous avez dans le sérieux, je pense, par exemple, la promesse, le rendu est à la hauteur de la promesse.
vis-à-vis de vos fournisseurs, de vos clients, de vos parties prenantes. Et le dernier, c'est la satisfaction. La satisfaction, elle est à la fois la satisfaction du travail bien fait et consciencieux et la satisfaction de vos interlocuteurs. Vous les satisfaisez, quelle que soit votre posture. Et à partir de là, cette stratégie sur ces 3 piliers va automatiquement amener le bouche à oreille. Regardez, Olivier me chuchotait tout à l'heure Pierre Fabre. Et après, il disait, mais ils font du greenwashing. Mais en fait, pas du tout. Ils utilisent sa stratégie. Olivier est satisfait que Pierre Fabre ait obtenu le niveau gold de l'évaluation 26 000. Il en parle. Donc, il apporte de l'eau au moulin de Pierre Fabre. Et en plus, il dit, ah, mais en plus, il ne communique pas dessus. Donc, clairement, il nous apporte l'information et il nous dit, ah, ben en plus, ils sont modestes. Donc, il renforce l'image que Pierre Fabre fait très bien son travail, qu'il est reconnu par un évaluateur externe au niveau le plus élevé, et en plus, c'est lui qui en parle. Pareil gagné. Ouais. Complètement. Exigence, sérieux et satisfaction, je pense que vous avez votre triptyque. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas? Alors j'en pense, oui, effectivement, c'est quelque chose, bon, je suis désolé, je vais rentrer dans des concepts très personnels pour le coup. C'est quelque chose que j'ai passé 2 mois à répéter à une stagiaire que j'ai eue en janvier et février. Un communicant, à plus forte raison dans le cadre d'une communication responsable, a le droit d'être retors mais pas fourbe. Donc j'explique la différence. Retors, c'est-à-dire que vous allez réfléchir peut-être à un moyen détourné d'arriver à votre objectif. Je ne parle pas de quelque chose de malsain ou de malveillant, bien entendu. Mais je veux dire par là qu'en mettant certaines actions en place qui sortent du cadre, qui ne sont pas forcément de la communication au sens classique du terme, vous allez atteindre votre objectif de manière plus efficace et peut-être même plus rapide. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a une notion importante en fait à garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, le gros problème de la communication, une des choses qui fait que le taux de confiance est aussi bas, c'est qu'il n'y a aucune créativité. Quand je parle de créativité, je ne parle pas que de jolies images en fait. Je parle aussi de texte, je parle de vidéos, je parle d'action. Je dis ça parce que aujourd'hui, les décideurs se sentent figés par le retour sur investissement. Et au lieu de jouer la surprise, de jouer la créativité sur la communication, ils vont jouer la sécurité. Sauf que le problème de la sécurité, c'est qu'elle lasse. Le problème de la sécurité, c'est qu'au bout d'un moment, quand on voit toujours les mêmes messages, toujours exprimés de la même façon, toujours avec le même décor, toujours avec les mêmes biais, toujours avec les mêmes moyens et les mêmes personnes, eh ben, on ne la voit plus. Elle n'existe plus. Et ça, c'est vraiment problématique. Si on vous dit qu'on ne peut pas innover sur la communication parce qu'il y a un problème de retour sur investissement, ainsi de suite, répondez ça du tac au tac. Aujourd'hui, le gros problème, c'est que la communication qui est faite, alors, je dis à la papa, mais bon, pareil, c'est une expression C'est un perso. problème de génération. Donc, la communication qui est faite au sens on délivre juste un message, point, elle lasse. Elle lasse et vous prenez le risque de n'être carrément plus visible. Et alors, et si au lieu de retort, parce que retort, je crois qu'en sémantique, a un petit côté un petit peu négatif, on disait stratégique. Alors, effectivement, mais dire stratégique, du coup, c'est un peu retort. Mais ça fonctionne. D'accord. Bon, vous voyez, la communication, c'est un peu de polémique aussi. D'autres réactions? Non, mais je suis complètement, enfin, par rapport à ce que vous disiez là, initialement, exigence, sérieux, satisfaction, moi, ça me va bien, ça. À partir du moment où on est bien aligné entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, enfin, je veux dire, ça tient la route. Après, dans ce que vous expliquez à l'instant, c'est comment être créatif aussi dans la communication, comment être innovant. C'est un des sujets qu'on aborde souvent en interne. Comment innover, comment se différencier en fait dans le pays, dans tout ce paysage-là. Ouais. Comment montrer qu'on est unique. Donc alors ça passe aussi par nos actions. Donc il faut déjà être
j'ai envie de dire, ingénieux et créatif sur les actions qu'on mène. Donc, ça passe par une veille ou ça passe, voilà. Ça, c'est des vraies questions, en fait, à se poser. Alors, est-ce que j'ai les réponses? Non. On chemine, mais c'est des vraies questions. Ben, du coup, alors, je voudrais d'autres réactions. Edwige, vous vouliez parler? Moi, j'aurais une question un petit peu Anne-Laure. différente. Pardon, j'avais oublié qu'il y avait le micro. Désolée. Non, j'ai échangé avec une de mes collègues Ah, d'accord, ok, pas de problème. sur l'innovation et on a nous aussi tendance à toujours communiquer avec les mêmes supports et du coup, c'est vrai que ça doit devenir un peu transparent, on lit plus. C'est ça. Merci. Anne-Laure? Oui, j'avais une question par rapport un petit peu, du coup, au lien entre la communication responsable et puis un petit peu pas la communication de crise, mais on voit, nous, on est dans le secteur cosmétique, donc c'est un secteur où il y a eu beaucoup de polémiques, un climat très anxiogène avec voilà, des ingrédients qui sont décriés, des perturbateurs endocriniens et tout le tout team. Comment, dans ce contexte-là, on peut justement mener une communication responsable? Enfin, quelles sont les recommandations de bonne pratique? Parce que là, du coup, on marche vraiment sur des œufs, on a une grosse responsabilité, et puis pour autant, il ne faut pas non plus accroître justement ce climat d'anxiété. Comment, dans ce cas particulier, on arrive à mettre en œuvre la communication responsable? Alors, Olivier se propose de prendre la parole. Je me propose de vous y répondre parce que ça fait partie de mes sujets depuis 15 ans, si vous voulez. Et je vais vous donner une clé, et elle est importante. La clé du côté des industriels, c'est la transparence. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucune transparence dès qu'on pose des questions. Donc là, je suis un peu générique quand je dis ça et caricatural. Mais si on est obligé aujourd'hui de parler à des journalistes, parce que c'est notre seule solution pour avoir des réponses de la part d'industriels qui peuvent parfois être vraiment dans le manque de transparence, eh bien, c'est pas cohérent. On est tous des adultes. C'est-à-dire que moi, je suis tout à fait capable de comprendre de la part d'un industriel qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de développer un produit sans mettre ceci, sans mettre cela. Je suis tout à fait capable de le comprendre. Ce que je ne peux pas accepter, par contre, c'est qu'on nous mente, qu'on nous donne des explications qui sont faux, des allégations qui sont trompeuses, et je peux vous en faire une liste, je ne vais pas être provocant là, c'est pas l'objet, mais je peux vous envoyer par mail si ça vous intéresse, des allégations qui sont trompeuses et mensongères, qui fait que derrière, on utilise les professionnels de santé pour vendre en blouse blanche et rose des produits qui sont suspectés de toxicité. Ça, c'est inacceptable. En revanche, il y a des fournisseurs avec lesquels on travaille qui sont totalement transparents, qui nous donnent la réalité des choses, la traçabilité des choses, en nous disant, voilà, aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement. Et ça, tout le monde est capable de le comprendre. Par contre, si on vous dit, il n'y a pas de tel composant dans notre produit et que nous, si on fait une vérification, on le trouve, eh bien là, ça se passe très mal, en fait. Je peux vous donner des quantités d'exemples. J'ai récemment vu des produits sur lesquels il y a marqué, c'est le nom de la marque, je peux les citer parce qu'ils sont espagnols, ils ne sont pas en ligne et ils savent ils savent ce que je dis, de toute façon. La marque s'appelle 0%. Et ils expliquent dans leur allégation que c'est 0% de colorants, de parabènes, etc. Et quand vous regardez la composition des dentifrices de la marque 0%, ils contiennent éthyl et méthylparabènes. Voilà. Ça, c'est insupportable. Donc, la transparence est, je pense, une clé pour vous. C'est ce que disait Thomas Bourgeois dans son exposé, c'est-à-dire que la sincérité est nécessaire. Et si on ne sait pas faire autrement, on le dit. Voilà, moi, il y a des choses aujourd'hui, je ne sais pas faire autrement, mais je ne vais pas vous inventer une histoire en vous disant voilà, aujourd'hui, je ne suis pas venu en vélo travailler à la Cap, je viens de Béziers, j'ai pris le train, j'ai un impact carbone, mais je ne vais pas vous raconter une histoire en vous disant que je n'ai pas d'impact carbone. Voilà. Donc, je crois que la sincérité est la clé. Et aujourd'hui, le monde des industriels, pardon d'être aussi générique, n'est pas dans la transparence, mais pas du tout. Donc, si vous voulez une clé, c'est celle-là. Ok. Merci. Voilà. Très clair. D'autres réactions? Donc, la transparence pour un industriel, ça passe par une fiche de données de sécurité claire, complète, exhaustive. Ça passe par la mise à disposition de cette fiche de données de sécurité avec la composition et du contenant et du contenu à disposition à jour qui a suivi les modifications de l'autorisation de mise sur le marché. C'est l'exhaustivité de la composition, claire, nette et précise, sans tromperie, sans cacherie. Je vous donne un exemple qui ne nous concerne pas, que j'aime bien donner, le M&M's qui contient du triclosan. Ce n'est pas marqué dans le M&M's. C'est pas affiché. Sérieux. Voilà.
Je crois qu'on a terminé. On a mis 1 heure. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. J'espère que ça vous a plu. Ouais, super, merci. Oui, merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite une Merci à très bonne vous. journée et à très bientôt. Au Au revoir. revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir. À 100%, Ouais. c'est du dioxyde de titane. Ouais. C'est pas du triclosan, il n'y a pas qu'il y a les deux. Non, pas de Dioxyde triclosan. de titane. Non, pas de triclosan. Je me suis trompée, c'est du dioxyde Ah. de titane. Dioxyde de titane, excusez-moi. Je me suis trompée. Merci Thomas. Et merci. Triclosan, c'est un jaquel, un an de conservation. Tu peux le laisser sur la table pendant 3 mois, dans 3 mois, il sera nickel. Ça va, Thomas? Ah oui, oui, nickel. Ça t'a plu? Très bien. Hélène, Ça... attends, Hélène, vous voulez... J'arrive pas à vous activer votre micro. Là, c'est Ah, bon. ça y est. Bonjour Hélène. Bonjour. Comment allez-vous? Ben, très très bien. Non, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Moi, je suis chargée de la RSE chez Peter Surgical depuis septembre seulement, donc je suis nouvelle. Mais